Bonjour tout le monde et bienvenue à Entre deux traites. Je m'appelle René Dutil. Bien content de retrouver ma collègue Sabrina Caron. Bonjour Sabrina. Salut René. Pour ma part, ma moto est enfin réparée. Ça commence à sentir l'évasion de la ferme. Aller me promener sur les routes du Québec et probablement un peu des États-Unis. C'est tes vacances l'été, faire de la moto, René? Ouais, quand j'ai une petite demi-heure, je pars. Des fois, encore habillé en vêtements de travail, je mets mon casque et je m'en vais sentir le foin des voisins. Des fois, qui sont rendus loin. Les fermes laitières sont de plus en plus loin, mais je vais me promener puis ça n'a pas besoin d'être long, puis ça vide l'esprit, puis ça fait du bien. Ouais, je vois ça beaucoup ces temps-ci sur mes médias sociaux. Les gens disent la moto, c'est ma thérapie. Moi, j'en fais pas, là, puis là, je me demande si je devrais pas commencer à en faire tellement que ça a l'air le fun. Essaye pas ça, c'est addict. On continue aujourd'hui, René. On va proposer des entretiens réalisés dans le cadre de la série Balado Proaction, chemin vers l'excellence à la ferme des producteurs laitiers du Canada. Aujourd'hui, l'épidémiologiste vétérinaire José Denis Robichaud s'entretient avec Marie-Élise Sanson, professeure au département des sols et de génie agroalimentaire de l'Université Laval. Madame Sanson va partager son expertise sur divers thèmes, dont l'érosion, le compactage, la création de carbone dans le sol. La santé des sols, c'est tellement important, on le sait, on en entend parler constamment depuis quelques années. C'est la base de tout ce qu'on fait quand on y pense. Restez à l'écoute jusqu'à la fin parce qu'elle va révéler son meilleur truc pour évaluer la santé de vos sols. Toi, Sabrina, tes sols sont en santé? Ben, j'ai hâte de connaître son truc, là, mais ils sont pas pires. Ils sont pas pires, mais ils sont peut-être pas parfaits, effectivement. Donc, j'ai hâte d'écouter ça. Très bien. On va écouter maintenant José Denis Robichaud et Marie-Élise Sanson. Merci d'avoir choisi Entre deux traites. Bon, ben, je m'appelle Marie-Élise Sanson. Moi, à la base, j'ai une formation d'agronome. Donc, j'ai été formée à l'Université Laval. Puis, au début, je pensais étudier en sciences animales parce que j'adorais les animaux. Mais dans mon premier cours en sciences du sol, j'ai eu un coup de cœur profond pour les sols agricoles. J'ai compris leur importance, leur intérêt et leur beauté, puis ça m'a amené finalement à m'intéresser de façon beaucoup plus pointue à leur fonctionnement. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai poursuivi, j'ai fait une maîtrise en sol environnement ainsi qu'un doctorat, un doctorat en agronomie, puis un postdoctorat aussi en biogéochimie des sols. Et donc voilà, maintenant à l'Université Laval en tant que professeure adjointe en sciences du sol. Donc, j'enseigne l'agropédologie, donc la compréhension des processus qui se passent dans le sol dans un contexte agricole. Et voilà, donc j'ai la chance d'enseigner maintenant là, aux étudiants en agronomie à l'Université Laval, puis de mener des recherches principalement axées sur le cycle de la matière organique dans les sols agricoles. Clairement, c'est un sujet qui te passionne. Qu'est-ce qui est si fascinant dans la santé des sols? Ben, la santé des sols, c'est tellement important, puis on l'oublie beaucoup trop souvent, c'est-à-dire que les sols, les sols sont à la base de notre société, en fait, de la civilisation. Sans sol, il n'y a absolument rien qui se passe parce que sans sol, on ne mange pas. Donc, les sols nous permettent de produire des plantes. Les plantes servent à nourrir les animaux ou nous-mêmes les humains et nous, on mange les plantes ou les animaux. Donc, si on ne mange pas, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de politique, il y a rien d'autre. Puis, en fait, plus de 95% de ce que l'on mange provient de façon directe ou indirecte des sols. Donc, les sols sont très importants, sont vraiment la base de la vie sur Terre. Et aussi, c'est une ressource qui est non renouvelable. Hein? Donc, les sols se forment très, très lentement et ils se dégradent. Ils peuvent se dégrader très, très vite, beaucoup plus vite que la vitesse à laquelle ils peuvent se former. Donc, on dit que c'est une ressource non renouvelable. Et à l'échelle mondiale, en ce moment, on se retrouve avec des problèmes de dégradation des sols agricoles qui sont quand même très, très importants.
Puis parallèlement, on voit aussi un déclin là, au niveau de la productivité sur une proportion quand même importante aussi là, de nos terres arables à l'échelle de la planète. Et ça, ça veut dire qu'en fait, on est en train de mettre en péril un peu notre capacité à nourrir les générations futures. Puis là, je parle de la capacité à nourrir le monde, mais ce n'est pas non plus le seul rôle que les sols peuvent avoir. Hein. Il y a un rôle très important à jouer dans la régulation du climat, aussi dans la régulation du cycle de l'eau, tampon pour la pollution, etc. Donc, oui, préserver la santé du sol, c'est sine qua non, en fait, là, pour assurer finalement la pérennité de notre civilisation dans le temps. Je pense pas que ça en prend beaucoup plus pour convaincre tout le monde à quel point la santé des sols, c'est important. Il y a plusieurs éléments qui contribuent à la santé des sols. Si on parlait, pour commencer, d'érosion. L'érosion, c'est un phénomène qui est très, très important. Hein. Il y a des études récemment même qui ont démontré, là, juste en considérant, le problème de l'érosion. Il y a Drever et associés dans les années 2020, là, qui ont fait une modélisation puis qui ont dit qu'il y avait une proportion, en fait, relativement importante de nos sols agricoles qui ne serait plus praticable dans les d'ici 100 ans, simplement dû à l'érosion. Donc, le phénomène d'érosion en est un qui est très, très important. L'érosion se passe de quelle façon? Mais ça peut être de l'érosion éolienne, donc due au vent. Ça peut aussi être de l'érosion hydrique, donc hydrique due au mouvement de l'eau. Et donc, dépendamment du sol avec lequel on travaille, un sol peut être plus ou moins susceptible à l'érosion hydrique ou éolienne. Mais de façon générale, comment on fait pour savoir qu'il y a de l'érosion? C'est quand on a des pertes de sol, des pertes physiques de sol, donc du sol qui s'envole avec l'air ou du sol qui s'en va avec l'eau. Donc, par exemple, nous, au Québec, on le voit souvent sur des sols qui sont à nu, qui sont dégradés. On peut voir des espèces là de petites rigoles se créer dans le champ, du sol qui se détache. On peut voir des espèces de traces là, comme de sol qui a été emporté avec de l'eau, etc. Le détachement des berges aussi, c'est très, très important là sur le bord des fossés, sur le bord des cours d'eau, etc. Au niveau de l'érosion éolienne aussi, je sais pas si ça peut arriver des fois que vous prenez sur la route, vous voyez des champs être travaillés. Moi, ça m'est arrivé là en me rendant, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent. On se demande s'il y a le feu quelque part, mais dans le fond, c'est un producteur qui est en train de travailler son sol. Puis ça fait lever le sol finalement de façon tellement importante que ça fait des espèces de gros nuages là, de sol. Je pense aussi au Dust Bowl qui a eu lieu au Canada là, il y a déjà quelques décennies. Voilà, donc l'érosion, c'est vraiment une perte de sol. Donc, comme je disais tantôt, un sol, ça s'écrit très, très lentement. Là, on parle tout au plus à peu près d'1 centimètre sur 100 ans. Puis ça, c'est quand il y a des plantes puis des micro-organismes qui sont capables de dégrader la roche. Donc, en milieu agricole, on n'a pas une formation substantielle de sol à chaque année. Et donc, quand on pense qu'on peut perdre comme ça millimètres de sol en une année, c'est quand même préoccupant parce que au final, nos sols au Québec nos sols cultivables font quoi? Peut-être, de 60 centimètres jusqu'à 1,5 mètres environ, peut-être en moyenne. Donc, c'est une couche arabe avec laquelle on travaille. Puis, c'est une quantité de sol qui est limitée. Donc, il faut limiter les pertes si on veut s'assurer là, de continuer à avoir du sol là, pour pouvoir faire pousser des cultures. Puis, c'est un problème qui est tout particulièrement préoccupant dans les terres noires du Québec, donc dans le coin de la Montérégie, ce qu'on appelle là, notre garde-manger au Québec. Donc, ce sont des terres qui sont très, très fertiles, mais qui sont hyper sensibles à l'érosion. Donc, dans ces terres-là, on estime qu'on perd là, même plusieurs centimètres de sol par année. Ce sont des terres aussi qui valent extrêmement cher l'hectare. Et en ce moment, c'est une grosse, grosse préoccupation pour les producteurs parce qu'il y en a certains là, qui arrivent en fait au bout de la vie de ces terres-là. Donc, à cause de l'érosion des dernières décennies, ils se rendent compte que finalement, d'ici 1 an ou 2, ils seront plus capables de produire sur leurs terres. Donc, c'est vraiment un gros, gros enjeu là, pour le Québec. Ouais, tout un défi. La bonne nouvelle, j'imagine, c'est qu'il y a des moyens pour prévenir l'érosion. Comment ne pas se rendre là? C'est tellement une priorité parce que, comme je disais, c'est une ressource qui est non renouvelable. Donc, une fois que notre sol n'est plus praticable, comme par exemple les terres noires, la Montérégie, on peut pas revenir en arrière après. C'est juste comme terminé. Donc, pour
éviter d'en arriver là, ben l'idée c'est vraiment de couvrir le sol au maximum. Donc si tu sais, de l'érosion là, on voit pas ça de façon majeure dans les forêts par exemple. Pourquoi? Parce que le sol est couvert dans le temps et dans l'espace à l'année longue par des plantes qui ont des racines avec des mycorhizes qui retiennent le sol, qui le couvrent, qui le protègent des éléments, etc. Donc c'est pas un phénomène qu'on observe naturellement de façon super importante. Tu sais, c'est sûr, il y a des déserts, il y a des situations particulières. Mais l'idée derrière ça, c'est vraiment qu'on cherche à couvrir notre sol avec des plantes dans le temps et dans l'espace au maximum. Donc, l'espèce de modèle de la monoculture où, on a juste du maïs aux 30 pouces avec un champ ben à nu entre les rangs, puis rien au printemps, rien à l'automne. Ben, on essaie au maximum d'éviter ça. Donc, on parle ici, bien entendu, de culture intercalaire, culture de couverture à la dérobée, favoriser au maximum la présence de plantes pérennes dans la rotation. On peut penser aussi aux céréales d'automne, éventuellement aussi aux céréales pérennes, si on est capable de développer des hybrides qui sont assez performants, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de chercher au maximum à couvrir le sol dans le temps et dans l'espace pour vraiment que les plantes là, jouent leur rôle de maintien et de protection du sol. OK, déjà des bonnes pistes de solutions pour prévenir l'érosion. Mais il y a un autre problème lié à la santé des sols dont on entend parler, c'est la compaction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est tellement important. C'est tellement important qu'on en parle de compaction parce que c'est un problème. Je pense qu'on sous-estime grandement la présence puis les problématiques qui viennent avec cette réalité-là pour le Québec. Je dis pour le Québec, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est partout au Canada, là, même dans les plaines de l'Ouest canadien, c'est un problème qui commence en fait à nuire au rendement des cultures. Puis la compaction, des fois, c'est un petit peu insidieux parce que ça peut donner l'impression que, par exemple, on aurait besoin de plus d'azote ou on aurait besoin de... Tu sais, si on fait pas un diagnostic lié au sol pertinent, ben c'est facile de s'imaginer que ça peut être une autre problématique, mais en fait, si le sol est compacté à 20 cm, par exemple, ici au Québec, on peut se retrouver avec des conditions d'asphyxie pour les racines, un sol qui est trop humide, qui se réchauffe moins vite au printemps, des problèmes d'émergence, des problèmes de maladies. Après, au niveau du développement racinaire aussi, si les racines sont pas capables de percer la couche à 20 cm, ben il y a toute une couche de sol en dessous qui pourra pas être explorée pour l'accès à l'eau, pour l'accès aux nutriments, etc. Donc, ça peut vraiment avoir un impact majeur sur les rendements. Il y a un article qui a été publié aussi récemment, là, j'ai vu passer par rapport justement par rapport à ça, au fait que nos terres au Québec manquent d'oxygène. C'est vraiment un problème qui est réel pour nous ici, là. Donc, c'est super important qu'à la fois les agronomes mais aussi les producteurs agricoles développent des compétences qui leur permettent d'être capables d'identifier des problèmes de compaction. C'est aussi un problème majeur là, au niveau justement de la gestion de l'eau. Il y a tellement de producteurs qui vont débourser des sommes astronomiques là, pour finalement augmenter la densité de leurs drains parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas assez de drains. Mais en fait, il faut être capable de faire la différence entre un problème de drainage là, lié à la nappe phréatique et un problème d'égouttement qui peut être lié à la présence d'une couche compactée là, près de la surface. Donc, il y a des producteurs, c'est ça, qui vont augmenter la densité de leurs drains. Au final, ils vont avoir le même problème parce que le problème, c'est pas un problème de nappe phréatique, c'est vraiment un problème d'égouttement lié à la présence d'une couche compactée sous la surface de sol. Donc, c'est ça. La solution là, pour ça, c'est vraiment d'être capable, premièrement, de poser un diagnostic, donc de se faire accompagner par un agronome ou que le producteur ou la productrice aille se former là, pour être capable d'identifier finalement les problèmes de compaction, puis éventuellement de se faire accompagner aussi dans les solutions liées aux problèmes de compaction qui sont observés. Donc, il peut y avoir deux types de compaction. On peut avoir la compaction de surface, vraiment la surface du sol, qui est liée souvent au fait de travailler le sol ou d'entrer au champ là, avec de la machinerie dans des conditions humides. Donc ça, on ne fait pas ça. Lorsqu'on fait ça, on fait de la compaction de surface. Puis l'autre problème, c'est la compaction qui est plus profonde, qui peut être due à deux raisons, soit une couche de lissage là, qui se fait au moment du labour en conditions humides, ou alors avec de la machinerie trop lourde. Donc, quand on a un poids paresseux qui est beaucoup trop important, ça peut être pernicieux encore une fois parce que en surface, on voit pas qu'on fait de la compaction.
mais la compaction va se faire plus en profondeur, donc entre 20 et 40 cm à peu près. Donc, ça va faire une couche de sol là, qui est vraiment plus dure et compacte, qui ne laissera pas passer les racines, il n'y aura pas d'air. Ça va mener à l'accumulation d'eau là, quand il va y avoir un coup d'eau important. L'eau va pas bien s'égoutter dans le sol. Donc, c'est de cette façon-là là, qu'on peut voir qu'on a un problème de compaction. Dépendamment du type de compaction qu'on a, ben, les solutions sont différentes. Donc, faut adapter notre solution là, au type de compaction qu'on a. Donc, ça peut passer par un sous-solage. Mais encore une fois, si on fait un sous-solage, il faut être très vigilant. Il ne faut pas le faire en conditions humides. Il faut que ce soit très, très sec. Puis suivant le sous-solage aussi, on essaie de mettre, là, par exemple, une culture de couverture qui va venir vraiment favoriser là, le fait de garder ces fentes-là ouvertes puis d'accumuler de la matière organique. Puis, par après aussi, il faut être très vigilant là, par rapport à nos pratiques. Donc, faut les raisons pour lesquelles on s'est retrouvé avec la compaction, il faut s'assurer qu'elles ne se répètent pas non plus dans le futur. C'est vraiment des bons conseils. Je pense que les auditeurs vont en prendre bonne note. Le dernier thème que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est la création de carbone dans le sol, puis le rôle que l'agriculture joue dans ce processus. Quand on parle de carbone, on parle plutôt de matière organique. Hein? Donc, la matière organique, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est vivant dans le sol ou qui l'a déjà été. Donc, la matière organique en soi est très, très riche en carbone. Le carbone, c'est en quelque sorte le squelette chimique de la matière organique. C'est-à-dire que la matière organique, en général, est très, très riche en carbone. Donc, c'est pour ça que des fois, on parle de matière organique et de carbone. On change un peu, on utilise le même terme, là, mais c'est parce que la matière organique en soi est très, très riche en carbone. Et cette matière organique-là, en fait, joue un rôle clé dans une pléiade de fonctions écosystémiques là, rendues par les sols. Donc, c'est vraiment, la matière organique est vraiment au cœur là, du fonctionnement des sols, en fait. Donc, c'est la matière organique qui assure, par exemple, la fertilité des sols, qui assure aussi la cohésion entre les particules de sol. Donc, on parle de structure du sol, protection contre l'érosion, contre la compaction, la matière organique a un rôle majeur à jouer. C'est aussi la matière organique qui joue un rôle, le rôle principal là, dans la fertilité des sols. Donc, effectivement, quand on parle de santé des sols, on ne peut pas ne pas mentionner la matière organique des sols. C'est vraiment le moteur de la santé des sols. Donc, effectivement, on veut plus de matière organique dans nos sols, puis on veut plus de carbone, donc aussi dans nos sols. Alors, souvent, on parle, par exemple, de séquestration de carbone dans les sols. Donc, la séquestration de carbone, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un processus par lequel les plantes font de la photosynthèse. Donc, elles utilisent le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, le carbone, mais sous forme gazeuse dans l'atmosphère. Comme quand nous, on respire, on inspire de l'oxygène. Les plantes, elles, inspirent du dioxyde de carbone. Via la photosynthèse, elles transforment ce carbone-là en sucres végétaux. Donc, en matière organique riche en carbone, mais sous forme solide. Et ce carbone-là, dans la plante, il peut être retourné au sol, soit après la mort de la plante. Donc, par exemple, les résidus de culture peuvent être retournés au sol. Il y a les racines aussi de la plante qui sont très, très riches en carbone, qui sont laissées au sol après la culture, sauf avec par exemple les carottes ou les patates. Quand on récolte la racine, là, c'est moins vrai. Mais autrement, les racines restent au sol. Puis la plante aussi, via son activité, là, pendant toute sa croissance, elle envoie dans le sol ce qu'on appelle les exsudats racinaires. Donc, ce sont des molécules organiques, donc riches en carbone, qui sont envoyées dans le sol, puis qui sont de la nourriture, dans le fond, très, très appétante pour les micro-organismes du sol à proximité des racines. Donc, il y a une communication comme ça qui se fait entre la plante et le sol via ces produits organiques-là. Puis ça représente aussi un apport de carbone très, très important pour le sol là, au cours de la saison de croissance. Alors, ça revient encore à la même logique que pour l'érosion et la compaction, mais couvrir le sol dans le temps et dans l'espace avec la plus grande quantité et la plus grande diversité de plantes, c'est vraiment un must pour la santé de nos sols parce que ça va venir diversifier la quantité, augmenter la quantité des apports de matière organique, mais aussi la diversifier si on vient diversifier les types de plantes. Donc, on vient diversifier aussi nos types de micro-organismes. On vient diversifier aussi nos types de racines. Donc, par exemple, il y a certaines plantes qui ont des racines plus fasciculées, c'est-à-dire plus fines, mais avec plein de petits branchements. Il y a des racines qui sont plus profondes, donc qui vont aller explorer le sol plus en profondeur. Donc, chaque plante a vraiment sa sorte de racine, finalement, qui va avoir un rôle différent à jouer dans le sol, qui va venir ajouter la matière organique à différentes profondeurs, puis d'une façon différente. Donc, vraiment, pour améliorer la santé d'un sol, on cherche vraiment à augmenter la quantité de plantes, puis à augmenter la diversité de nos plantes aussi dans la rotation. Wow, on a couvert pas mal de terrain aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait un dernier conseil à donner à nos auditeurs? Sortir la pelle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En fait,
tellement pas assez, là. Tellement pas assez. Tu sais, la plante, elle pousse dans le sol, là. Fait que souvent, si la plante pousse pas bien, regarde dans le sol. Ça se pourrait très bien que ça soit là. Il y a tellement de moments, tu sais, comme je le disais tantôt, les producteurs ont des problématiques. Puis ils pensent que, bon, c'est strictement, il faut mettre, je sais pas, là, il aurait dû mettre des fongicides ou des pesticides, il aurait dû mettre plus d'azote. Des fois, c'est le cas, là. Je dis pas que c'est le démon puis qu'il faut s'affranchir des pesticides et des engrais minéraux, là. C'est pas, l'idée, c'est pas de démoniser ces solutions-là. L'idée, c'est que c'est pas toujours ça le problème. C'est pas toujours ça le problème. Puis souvent, sortir la pelle, ça permet bien des choses. Donc, idéalement, tu sais, s'accompagner de quelqu'un, du moins au début, là, qui a de l'expertise dans les diagnostics liés au sol, mais vraiment prendre une pelle, que le producteur lui-même prenne une pelle, qu'il le fasse accompagner de quelqu'un qui est capable aussi de faire des diagnostics, creuser lui-même, parce que quand tu creuses, puis que ça va bien dans les 15 premiers centimètres, puis que tu arrives à 20 centimètres, puis que tu sues comme un cochon pour les 10 prochains centimètres qui suivent, ben tu te rends compte que peut-être les racines de ta plante sont pas capables non plus de pousser à travers cette couche-là. Fait que juste en faisant ça, des fois, tu te rends compte que tu as un problème de compaction. Quand tu fais un profil agronomique, donc tu creuses jusqu'à 1 mètre, que tu regardes ton sol, tu as tous les indices qui sont là pour savoir est-ce que tu as un sol en santé ou est-ce que tu as un sol qui est pas en santé. Donc, pour faire ton diagnostic et pour éventuellement faire des prescriptions. Donc, c'est jamais fini, il n'y a plus rien à faire. Mais quand tu fais ton profil agronomique, tu sais c'est quoi tes problèmes. Puis, ça facilite aussi là pour savoir c'est quoi les solutions pour venir à bout de ce problème-là. Ça peut arriver des fois qu'on a un problème de nappe. On va le voir en faisant un profil. Si on a un problème de nappe, oui, pose des drains, c'est parfait. Ça va peut-être te permettre d'améliorer tes rendements. Si tu fais un profil de sol, tu as de la compaction, tu vas le voir. Si tu as de la compaction à 30 cm, fais un sous-solage en conditions sèches, ajoute des cultures de couverture, fais attention au poids de ta machinerie à l'avenir, etc. Donc vraiment sortir la pelle, c'est vraiment indispensable. Puis ça se fait tellement peu, tellement pas assez. Partir avec un sol qui est sous les meilleures conditions possibles, c'est beaucoup plus facile après de bâtir la santé et la fertilité de ton sol. Je parlais de couvrir le sol tantôt, peut-être avec des cultures de couverture, etc. On a parlé de réduction de l'intensité du travail du sol. Mais si on part avec ces solutions-là sans avant avoir fait un diagnostic, ben c'est sûr que les effets bénéfiques vont être beaucoup moins bons ou ils vont s'installer beaucoup moins rapidement si je pars avec ça, mais que j'avais un problème de compaction puis je l'ai pas vu. Fait que c'est ça. Je fais un profil de sol, j'ai la compaction, je fais mon sous-solage. Après, je pars avec mes méthodes de conservation des sols. Puis, je suis plus vigilante à l'avenir pour m'assurer que ce problème-là se répète pas dans le temps. Ben, c'est un truc qui conclut bien cette discussion. Merci beaucoup. Si vous cherchez des ressources pour la santé de vos sols, Marie-Élise recommande chaudement les caravanes Santé des sols au Québec. En plus, ses collègues et elle ont mis sur pied une école d'été en santé des sols qui est offerte sur 4 jours à l'Université Laval. Comme chef, je composte beaucoup. C'est ma façon de redonner à la terre. Salut Jeanne. Comment les producteurs laitiers prennent-ils soin de notre planète? À la ferme, on composte le fumier. Ça permet de réduire notre empreinte carbone. Le fumier enrichit aussi le sol, ce qui aide à faire pousser les récoltes. Ah, c'est comme le cercle de la vie. Oui, on travaille à bâtir un avenir durable. Moi, je suis partante. Et toi? Je suis partant. C'est ça, l'avenir laitier. Carboneutre d'ici 2050. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre-deux traites. J'espère que cette discussion sur la santé des sols vous a autant passionné qu'elle m'a inspiré. Pour ceux qui cherchent à en savoir plus sur la santé des sols, laissez-moi vous parler des caravanes santé des sols du MAPAC. Ces caravanes sont vraiment géniales. J'ai déjà assisté à une d'entre elles. Ça permet vraiment de rencontrer des experts en sol, d'échanger des idées, d'apprendre des pratiques super utiles. Puis aussi, il y a d'autres producteurs qui sont présents, fait que ça permet là, de discuter avec d'autres producteurs qui sont vraiment pas meilleurs que nous, mais de partager les façons de faire puis de s'entraider à s'améliorer puis à améliorer la qualité de nos sols, évidemment.
La caravane Santé des sols parcourt le Québec pour offrir 4 ateliers de démonstration au champ sur les thèmes du profil de sol, de la vie microbienne, du drainage et de la compaction. Cette formule clé en main est offerte à tout regroupement de producteurs agricoles, où qu'ils se trouvent dans la province. En plus, on me dit que Marie-Élise Sanson et son équipe ont lancé une école d'été en santé des sols qui dure 4 jours à l'Université Laval. C'est une super occasion d'approfondir vos connaissances et de découvrir des techniques avancées pour chouchouter vos sols. Cette série d'entretiens dans le cadre des balados Proaction des PLC a pour but de donner aux producteurs laitiers canadiens les infos nécessaires pour prendre de bonnes décisions sur les aspects environnementaux de leur ferme et de les soutenir dans leur effort pour toujours s'améliorer. Pour plus de détails, allez faire un tour sur le site des producteurs laitiers du Canada à l'adresse www.producteurslaitiersducanada.ca. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner. Votre soutien est vraiment important pour nous. Il nous permet de continuer à créer des épisodes intéressants et on l'espère utiles. Ce balado est une réalisation de Bruce Sargent et une production de Carl Bélanger. Un gros merci à Denis Robichaud et Marie-Élise Sanson pour la conversation. Merci également à Carly Wright qui a réalisé l'entretien et aux producteurs laitiers du Canada et au Partenariat canadien pour l'agriculture. Encore merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Entre deux traites.